Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à Paddy Park. Je suis encore en compagnie de Raphaël, du coup, le gérant de l'endroit. Et Raphaël, tu nous as sorti de son terrarium un serpent qui est, ma foi, assez connu. Un serpent qui a plein de caractéristiques dont on va parler. Un serpent que moi j'aime beaucoup personnellement, l'Heterodon nasicus, qu'on appelle aussi de son nom vernaculaire serpent à groin, notamment par chez nous. Ouais. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? Le serpent à groin, c'est un colubridé qui vit donc aux États-Unis, au Canada, jusqu'au Mexique. Et nom vernaculaire, effectivement, serpent à groin. Tout simplement parce que cet animal a une protubérance sur le nez qui fait penser au groin d'un cochon. Donc il a une petite écaille qui remonte. Et en fait, cette écaille, pour lui, c'est quasiment un outil. C'est ce qui va lui servir à... Ouais, c'est ça. C'est ce qui va lui servir donc à soulever le substrat pour fouiner, chercher. Et c'est un animal qui, dans la nature, affectionne particulièrement débusquer des proies, justement, sous les petits cailloux ou dans les failles. Et il aime bien se nourrir de crapauds. Donc, voilà. Et notamment des crapauds toxiques. On va pouvoir y revenir aussi. C'est un serpent qui a une faculté comme ça à ingérer justement des proies qui sont parfois très toxiques. On va y revenir dans ses méthodes de défense qu'on va aborder un tout petit peu après. Oui. Juste, est-ce que donc tu nous as dit donc, que c'est un serpent qu'on trouve effectivement aux États-Unis. Au niveau, on va parler un petit peu maintenance parce qu'en fait on le trouve dans des tas de biotopes à l'état sauvage. C'est pas un serpent qui est dur à maintenir, l'Heterodon nasicus. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler un peu en captivité globalement? C'est vrai qu'on pense, quand on pense reptile, on pense souvent, tiens, est-ce qu'il y a des UV, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Avec l'Heterodon, est-ce que tu peux nous dire, serpent simple à maintenir du coup? Relativement simple. C'est un animal qui n'atteint pas de très grande taille, puisque là on est quasiment en face à une femelle subadulte, voire adulte. Et donc voilà, c'est pas un animal qui atteint une très grande taille, on va dire que 90 cm déjà, c'est des beaux individus. Et donc il ne faut pas forcément un grand terrarium, on va dire que pour maintenir un couple, un vivarium de 1 mètre par 50, ça suffit amplement. Il faut leur proposer une diversité d'endroits à l'intérieur du vivarium, donc un vivarium bien aménagé avec pas mal d'endroits différents, de zones différentes, des zones hautes, des zones basses, ainsi de suite. Mais il affectionne particulièrement effectivement à fouiner, à se déplacer dans le substrat. Donc encore une fois, on peut leur faire une zone sèche avec éventuellement des graviers, une zone plus humide avec de la chips de coco et de la sphène aussi. Et un bac d'eau, ils aiment bien s'y baigner, même si ce n'est pas leur domaine de prédilection. Il n'est pas rare de les trouver en train de se baigner dans le bac d'eau. Après, c'est des animaux en termes de proie qui consomment toutes sortes de choses. Ils sont relativement opportunistes. Il est vrai qu'en acclimatation, on les nourrit souvent avec des rongeurs. Mais on pourrait aussi leur proposer des amphibiens. Oui, c'est juste qu'en fait en France, vu que les amphibiens sont protégés, voilà. C'est quelque chose évidemment qui est compliqué. Parce que globalement, je rappelle, sur les amphibiens que vous allez pouvoir trouver pour nourrir en captivité, souvent c'est des cuisses de grenouilles congelées, mais qui du coup sont extrêmement déficitaires, puisque notamment chez les amphibiens, ce qui va être intéressant, ça va aussi être toute la partie digestive. Exactement. Et voilà, quand vous nourrissez avec des amphibiens, ce sont toujours des proies en France, soit que qui sont protégés encore une fois, donc on ne capture pas dans la nature, soit sinon des proies qui vont être nourries, on va pouvoir nourrir de temps en temps, mais qui ne vont pas servir de base d'alimentation si vous partez sur les congelés. Nous les Heterodons, on les nourrit quasi exclusivement avec du rongeur, mais on leur propose. Et ça se passe aussi... très bien, plus généralement. Oui. On leur propose aussi du poussin de temps en temps. Donc un peu moins riche. Voilà, et les poussins, ça se passe très bien. Sur des individus adultes, on donne du poussin, ça passe sans problème. Du coup, donc on a évoqué un petit peu son alimentation. Alors on va revenir justement sur ce côté donc dans la nature, puisque comme on l'a dit, c'est un serpent qui va aussi pouvoir manger des proies qui sont toxiques. Il va être capable en fait d'assimiler la vénimosité justement de certains crapauds. Voilà. Ça va être quelque chose qui va être capable justement lui d'ingérer et d'assimiler. Ouais. Donc ça veut dire qu'on part quand même sur un animal qui justement a des facultés à ce niveau-là. Oui, une adaptation physique à ce qu'ils consomment. Et oui, effectivement, ils arrivent à assimiler le venin ou les toxines de certains amphibiens. Plus que venin d'ailleurs. Oui, exactement. C'est des animaux qui sont vénéneux en fait, c'est pas venimeux puisqu'il n'y a pas d'inoculation à proprement dit. Mais voilà, ils assimilent parfaitement ce genre de choses.
Et alors, moi, c'est un serpent que j'adore parce que c'est pas la seule particularité. Ouais. La particularité, quand on va parler justement de côté venimeux, je pense que tu voulais revenir un peu là-dessus, c'est un serpent moi, que j'appelle, évidemment, c'est pas son nom, hein, mais moi, c'est un serpent qui fait penser à un acteur. Parce que véritablement, en fait, c'est ça. On va peut-être pouvoir commencer déjà à parler de ses écailles. Parce qu'il a une écaillure qui est particulière, où il va imiter déjà un petit peu une écaillure d'un serpent venimeux, du coup. Alors, ouais, c'est un animal qui a des écailles qui sont légèrement carénées, mais très peu, contrairement à d'autres espèces. Des écailles qui sont plutôt relativement sèches et rêches. Et cet animal a la particularité, lorsqu'il est surpris, stressé, dans un premier temps, de se rouler sur lui-même et en fait de frotter ses écailles les unes sur les autres. Ça va faire une sorte de bruit voilà, qui va rappeler justement le Exactement, il va entre guillemets faire du bluff. Voilà. Et du bluff qui peut parfois être efficace dans la nature, c'est-à-dire qu'il va recréer un son qui ressemble au son du serpent à sonnette. Exactement. Le bruiteur du serpent à sonnette. Et alors, ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape, parce qu'après, justement, donc là, finalement, quand je vous parlais d'acteur, là, on est sur le costume, j'ai envie de dire. Ouais. Mais après, il y a le jeu, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans un jeu d'acteur qui est absolument génial, puisque du coup, il va avoir différentes phases. Alors, la première, ça va être d'intimider souvent en soufflant. C'est un serpent qui va beaucoup souffler. Parce que c'est pas un serpent qui mord tellement au final. Pas tellement, il n'est pas tellement mordeur. Alors, dans le bluff, il y a effectivement le son. Il y a aussi l'attitude, puisque au niveau de l'attitude, l'hétérodon ne va pas hésiter aussi à adopter une autre posture. C'est qu'il va tenter d'imiter en fait une autre espèce. Exactement. On va dire, c'est vraiment très loin de cette fameuse espèce, mais il va tenter d'imiter le cobra parce qu'il va ouvrir une petite coiffe. Qui va faire un peu comme un capuchon finalement. Exactement. Cobra, hein, ouais. Donc il va écarter tout simplement les premières rangées de côtes qui sont en arrière de la boîte crânienne pour paraître plus large au niveau du cou. Et il va ouvrir une petite coiffe pour bluffer aussi, donc tenter d'imiter un petit cobra. Et pas hésiter du coup donc, à se redresser, à se montrer comme ça. Légèrement. Justement, donc un peu impressionnant. Et si jamais ça ne marche pas, on rentre encore dans une autre phase de jeu. Ouais. Il mérite un Oscar, encore une fois, je vous le dis tout de suite. Ouais. Puisque du coup là, qu'est-ce qui va se passer? Il va être carrément capable de... On a dit que c'était un serpent, d'accord, qui consommait notamment des proies qui pouvaient justement présenter un danger d'un point de vue toxique. Et alors, ce serpent, il va être capable tout simplement d'imiter le fait qu'il va feindre la mort. Exactement. Tout simplement. Et de façon, pour le coup, assez efficace. Ouais, il va se mettre sur le dos. Je te laisse expliquer. Voilà, il va tout simplement se mettre sur le dos, il va ouvrir la gueule et laisser pendre sa langue. Il y a même des fois du sang qu'on peut voir apparaître. Ça peut arriver, ouais. Chez certains spécimens, quoi. Et il va en même temps déclencher, on en a parlé aussi avec Nectes murinus, mais il va déclencher en même temps un suc malodorant, un musc malodorant. Par le cloaque, et tant et si bien que beaucoup de prédateurs ou d'assaillants vont penser qu'ils ont affaire à une charogne. C'est ça. Et dans certains cas, ils vont le laisser en se disant bon, mais c'est pas consommable. Et notre hétérodon, voilà. Et notre hétérodon va donc rester dans cette posture le temps que l'assaillant ou le prédateur reste à proximité. Et à partir du moment où on tourne les talons, ben, qu'est-ce qui se passe? Notre hétérodon d'un œil surveille. Et à partir du moment où il a constaté qu'on était à une certaine distance, il se retourne. Et bien voilà, il se remet sur ses écailles ventrales et il disparaît dans un fourré. Et vous avouerez que c'est quand même particulièrement original. C'est vrai qu'on dit souvent, quand on voit des serpents, ah, ce sont des animaux qui sont justement parfois, le terme de basique, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire par là, c'est avec des comportements très... Vous voyez que non, pas du tout, d'accord. Là, on a une grande inventivité, j'ai envie de dire, et c'est aussi preuve d'une intelligence en fait qui est vraiment impressionnante chez cette espèce-là. Et moi, c'est absolument incroyable quoi, de développer autant comme ça de capacités et de curiosité, d'intelligence véritablement par rapport à des situations, parce que c'est vrai que c'est un serpent qui, par la morsure, va pas forcément être très dangereux, mais si on va y revenir juste maintenant. Mais en tout cas, voilà, qui va être capable d'inventer d'autres systèmes de défense qui sont juste incroyables. On peut faire le parallèle avec une espèce qu'on peut croiser en France aussi, Natrix helvetica. Donc Natrix qu'on a rebaptisé Natrix helvetica récemment, qui est donc la couleuvre à collier.
Et la couleuvre à collier, si un jour vous avez la chance d'en croiser une in natura, il peut arriver que lors d'un fort stress, cet animal procède de la même manière, c'est-à-dire qu'elle se mette sur le dos, la gueule ouverte, la langue qui pend, et elle va elle aussi déclencher un muscle malodorant. Ouais. Donc c'est un système de défense passif très efficace. Tout à fait, ouais. Face aux prédateurs, ça peut être très efficace puisque certains prédateurs ne consomment pas de charogne. Et dans la mesure où on a une odeur vraiment nauséabonde, bien souvent ils abandonnent la partie. Donc ça peut parfois leur sauver la vie. Ouais, exactement. Ouais. Alors, on va revenir sur une particularité parce que oui. Raphaël, tu as pris un crochet. Il faut savoir ici que on est devant donc, la partie du parc, à Paddy Park, où vous avez la nurserie donc, des serpents dits dangereux. Oui. Hein, d'accord. Si jamais tu as pris un crochet, c'est parce qu'on est sur un serpent. Alors, au niveau il faut qu'on aborde un peu ce côté-là, du côté justement venimeux de ce serpent-là, puisque donc c'est un serpent qu'on dit opistodonte. Je rappelle juste que sur mon petit Python, vous avez une vidéo qui vous explique donc ces différences au niveau du venin. J'avais fait ça par rapport au Thamnophis pour savoir si jamais c'était des serpents venimeux ou pas. Vous allez retrouver justement des choses dites à ce propos-là sur l'hétérodon dans cette vidéo-là, je vous mets un petit lien. Mais est-ce que tu peux nous décrire du coup rapidement ce que c'est qu'un serpent du coup avec une denture justement donc opistodonte et expliquer un petit peu tout ça. Alors je suis content que tu utilises le terme denture, parce que déjà on entend souvent dentition. Ce qu'il faut savoir, c'est que dentition, c'est pas un terme approprié quand on parle des dents en général. La dentition, c'est la pousse des dents. Et la denture, c'est la façon dont elles sont positionnées. C'est comme l'ossature et l'ossification. C'est deux choses différentes. Donc on parle bien de denture. Alors denture, chez l'hétérodon, on a affaire à une denture qui est peu courante. C'est une denture opistodonte. Alors il y a les opistoglyphes et il y a les opistodontes. Opistoglyphes, on a une dent un peu plus longue qui se situe à peu près au niveau de l'œil. Tout à fait, c'est en arrière. Hein, cette dent, voilà, est sillonnée. Et on a donc une glande au-dessus, qui est une glande salivaire qui est en train de se métamorphoser. Cette glande salivaire, on l'appelle la glande de Duvernois. Le serpent va mordre, mâchouiller. Cette salive hypertoxique va donc dégouliner dans le sillon et aller dans la plaie. Donc on ne peut pas parler d'injection à proprement dit. Mais il y a quand même des toxines. Alors chez certaines espèces opistoglyphes, chez certains Philodrias, chez Telotornis, il y a eu des cas de mort avérés. Donc même si ce n'est pas une injection, il y a des fois des venins relativement puissants. Chez l'hétérodon, non, mais par contre on l'a déjà constaté. Moi j'ai lu des rapports. Alors qui arrive très rarement, on va pas se mentir, parce que c'est souvent dû aussi à une faiblesse souvent de la personne qui va se faire mordre. Mais on a déjà vu des cas de blessures qui s'infectent, et notamment sur une morsure qui paraît anodine à la main, qui après développe un petit peu des boursouflures et qui nécessite des fois une intervention chirurgicale. Ça n'a jamais entraîné la mort dans un cas d'hétérodon, mais malgré tout, on est sur un serpent qui du coup, avec cette question de cette denture particulière, peut causer un petit peu des... Alors il y a la denture, il y a le fait de mâchouiller aussi. Cette fameuse salive aussi, puisqu'il y a des gens qui ont fait des réactions aussi à des morsures de Hierophis viridiflavus. Vous pouvez faire une poussée de fièvre avec une morsure de couleuvre. La salive, c'est pas anodin, encore une fois. Non. Là, c'est une salive améliorée. Et alors, opistodonte, opistoglyphe, la différence, en fait, elle est toute simple. C'est qu'on a quasiment la même denture, c'est-à-dire on a une dent plus longue sillonnée, mais on a ce que l'on appelle un diastème entre les dents du fond et ces fameux dents qui sont plus longues. Un diastème, c'est tout simplement une partie où il n'y a pas de dents. Voilà, on a une espèce de vide entre. Donc c'est ce qui différencie opistoglyphe d'opistodonte. C'est le fait qu'on ait un diastème entre ces deux parties. Et donc, du coup, on est donc là sur un serpent qui, encore une fois, a une dent sillonnée. Alors, on rappelle juste, le sillon dont tu parles, en fait, c'est justement quand on va parler vraiment de serpent venimeux, pour le coup, c'est ce qui va servir. C'est le passage finalement du venin, c'est un peu le tunnel dans la dent qui va ramener justement donc, le venin. Voilà, la dent n'est pas canaliculée comme chez un élapidé. Voilà, ça n'a rien à voir, encore une fois. C'est pas une injection. On ne peut pas dire que le venin arrive dans le crochet, sous pression. Mais notamment sur les serpents qui vont être déjà un peu développés, qui vont peut-être vous mâchouiller, effectivement, qui vont mordre de façon un peu présente, on va dire. Enfin voilà, une bonne morsure qui va mâchouiller, notamment des serpents qui peuvent avoir faim. C'est-à-dire qu'en gros, qui vont prendre tout simplement, si vous le nourrissez de manière un peu négligente et que vous avez une odeur de proie sur vous, quelque chose comme ça. Bon, voilà, il faut le savoir. Et bon, après, il n'y a pas de... Ça n'empêche pas de maintenir un hétérodon, sans aucun souci. Alors l'hétérodon, depuis 2018 en France, est soumis à certificat de capacité. Donc effectivement, c'était pas un serpent difficile à maintenir et à se procurer avant. Depuis, effectivement, il y a moins de personnes qui s'y intéressent parce que, encore une fois, voilà, c'est une espèce qui est soumise à capacité. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vraiment cette espèce vous tient à cœur, faites les démarches.
obtenez votre certificat de capacité, votre AOE et continuez à les élever quoi, sans aucun Encore problème. une fois, voilà, c'est un serpent qui ne pose pas de souci à élever. On a Non. dit, il est facile à maintenir. Globalement, il a un comportement qui est super sympa. Ouais. Une dégaine qui sort du commun aussi, on va pas Tout à se fait. mentir. Il se reproduit très bien. Exactement. Il ne va pas vous poser de problème au niveau de la pour les fans de mutations génétiques, il en existe plein. Exactement. Pour les fans d'animaux avec un phénotype sauvage, ben, il y en a encore. Donc voilà, faites-vous plaisir. Mais encore une fois, essayez de respecter les règles, comme ça fera passer les terrariophiles pour des gens sérieux. Et exactement. voilà, il faut continuer dans ce sens-là. J'ai envie que tu nous parles un peu de repro. On ne l'a Oui. pas abordé. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'hétérodon nasicus sur la repro? Pas forcément difficile à reproduire. On leur fait subir un repos hivernal. Alors c'est pas non plus un hivernage, mais c'est un repos. On fait baisser les températures légèrement. On cesse de nourrir les animaux pendant 3 mois environ. On remet en contact le mâle et la femelle. En règle générale, on constate des accouplements assez rapidement. Comme chez tout colubridé, on a affaire à une espèce ovipare. Donc la femelle pond entre 60 et 90 jours après. L'incubation, c'est quasiment la même chose. On peut incuber à 28 degrés, 90% d'humidité. Les œufs chez les hétérodons sont souvent en partie transparents. C'est-à-dire on arrive à distinguer. Si jamais du coup on peut faire ce qu'on appelle du coup un mirage. Ouais, on arrive à mirer même sans lampe, puisque on arrive quasiment des fois à distinguer les bébés. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. On a des œufs qui sont relativement clairs. Alors encore une fois, c'est pas des œufs qui sont calcifiés, c'est des œufs d'ophidiens. Bien sûr. C'est des œufs qui sont légèrement souples, voilà. Mais il m'est arrivé à 2 reprises d'avoir des œufs tu pouvais savoir auxquels on arrivait à voir au travers sans aucun problème. Comme tu l'as dit aussi, c'est aussi un serpent qui a pas mal de mutations, de niveau coloris, on peut se faire un peu plaisir. Oui, maintenant il y a des éleveurs qui ont travaillé là-dessus. Donc il y a des mutations qui affectent les motifs et il y a des mutations qui affectent les couleurs, comme l'albinisme, comme des spécimens anérythristiques ou des choses comme ça. Voilà. Très bien. Donc au niveau de son alimentation, on en a parlé un petit peu, donc c'est très varié. Ouais. Je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'en fait on a principalement rongeurs et poussins. Ouais, c'est ce qu'on va conseiller du coup en captivité, voilà. Encore une fois. Faites très attention aussi, parce que c'est des animaux qui peuvent être sujets à l'obésité aussi si on donne trop. C'est des bons mangeurs, encore une fois on le précise. Ah oui, c'est de très très bons mangeurs en règle générale. Ouais. Et en captivité, il y a toujours ce risque que forcément vous maintenez vos animaux dans des environnements où il y a moins d'efforts qu'en milieu naturel, où ils vont manger aussi plus souvent et de façon plus riche, donc effectivement c'est des choses à surveiller. Je ne sais pas si jamais tu vois des choses à rajouter, Raphaël, ou si jamais on a été plus ou moins complet. Tout à l'heure je parlais dans la description du terrarium de leur faire une partie un peu plus humide et une partie sèche. Encore une fois, faites très attention, humidité, chaleur, ça fait jamais bon ménage, donc ayez un vivarium un minimum ventilé quand même, quoi. Encore une fois, voilà, l'humidité c'est toujours un critère qui est vraiment à prendre en considération et vraiment à réfléchir. Quand vous bâtissez un terrarium, quand vous concevez un terrarium et que vous imaginez y mettre une zone humide pour une espèce qui va... Il y a des espèces d'accord qui vont effectivement en avoir besoin. Maintenant, la chose c'est qu'encore une fois, il y a un développement bactérien qui va être forcément plus important. Vous avez la chaleur comme tu le dis qui va jouer. On rappelle, jamais une gamelle d'eau par exemple sous une lampe chauffante ou ce genre de choses. Ou sur une plaque. Exactement. C'est-à-dire que là vraiment vous allez créer un nid potentiellement infectieux pour vos animaux et vous allez au-devant de problèmes qui généralement se soldent tous d'un peu de la même façon, c'est-à-dire une visite chez le vétérinaire. Des complications. Et voilà, des grosses complications à venir. Raphaël, je pense que du coup cette fois-ci on a peut-être fait le tour. Oui. On va remettre ce charmant petit hétérodon du coup dans son terrarium. Tout à fait. Venez l'admirer à Paddy Park bien sûr. Et puis écoutez, nous on va du coup faire 2-3 petits plans avec lui, vous montrer notamment donc son écaillure, etc. Et en tout cas on vous dit à très très bientôt. Moi je vous salue bien bas, vous et vos bêtes à bien sûr. Raphaël, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On continue à présenter toutes tes espèces que tu as ici à Paddy Park. Pas toutes, mais en tout cas une petite quantité. On vous dit à très vite. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Bye bye. Merci, ciao.